Wesh l'équipe, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Bienvenue dans le 3e épisode de Foot Business, la série de vidéos préférée des jeunes entrepreneurs et qui s'attarde tout simplement sur le monde des affaires autour du foot. Alors l'équipe, déjà, avant de commencer, nouveau logo, vous connaissez, on se professionnalise comme on peut. Merci beaucoup pour vos retours sur les premiers épisodes, ça fait franchement plaisir. Enfin bon, comme d'hab, au programme du jour, on ne va ni parler tactique, ni technique. De toute façon, vous l'avez capté, dans Foot Business, on n'est pas là pour ça. Même si bon, j'avoue, aujourd'hui on va un petit peu parler terrain, ou en tout cas l'aspect sportif des choses. La dernière fois, on s'était attaqué à la crise des droits TV, au fiasco que fut la diffusion du foot français sur Téléfoot, la chaîne de Mediapro. On avait aussi parlé de l'achat des droits TV par Amazon pour la période 2021-2024 et la nouvelle guerre entre Canal+ et le foot français. Donc si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous invite à aller les regarder l'équipe. Vous connaissez, on débute encore dans le YouTube Game, on a encore besoin de force, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder un sujet tout aussi intéressant, puisqu'on va parler des investisseurs venus du Golfe. Et quand je parle du Golfe Persique, l'équipe, le Moyen-Orient si vous préférez. Donc tout ce qui est Qatari, Émirati, et j'en passe. Bref, c'est parti. Été 2008, Manchester City, le club historique anglais, est racheté par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Alors je préfère m'excuser tout de suite auprès des Émiratis qui verront cette vidéo pour la prononciation, mais Khaldoun Al Mubarak, un homme d'affaires émirati, devient le président du club mancunien. Alors on ne sait pas vraiment combien ils ont déboursé pour acheter le club, mais très rapidement ils ont montré que le budget n'allait pas être un souci. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu ne dois pas savoir qui est ce Al Mubarak, ce qui est normal en vrai. Donc je vais essayer de te l'expliquer, avec l'aide de Wikipédia. Donc Khaldoun Al Mubarak naît en 1975 à Abu Dhabi, d'un père diplomate mort assassiné par des terroristes, alors que le jeune Khaldoun n'a que 6 ans. Donc déjà, ça pose l'ambiance. En tout cas, bien que très marqué par le décès de son père, ce qui est normal, ce triste événement ne va pas entacher ses ambitions. Et j'ai envie de dire bravo, hein. Après des études au State, où il obtient des diplômes en économie et en finance, il retourne au pays et enchaîne différents postes au sein de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ainsi qu'au groupe d'investissement des Émirats Arabes Unis. Il devient ensuite vice-président du groupe Dolphin Energy et obtient une place en tant que membre du conseil exécutif de l'émirat d'Abu Dhabi. Donc là, si vous voyez pas où je veux en venir, c'est quelqu'un Al Mubarak. C'est clairement pas le dernier des clampins. C'est un membre à part entière de l'élite émirati qui agit donc pour le compte et les intérêts de son pays, notamment à travers les investissements dans le sport. Donc on peut justifier le pari de racheter un club comme Manchester City par diverses raisons, toutes plus ou moins vraies, comme par exemple des enjeux d'image, d'ouverture à l'international, pour ne pas dire d'occidentalisation, mais aussi et surtout une quête de suprématie régionale, dans un contexte de rivalité, pour ne pas dire de tension avec les voisins du Moyen-Orient, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Mais on y reviendra. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous demander ce que Mubarak a fait une fois à la tête du club mancunien. Et bah, il s'est pas fait attendre. Premier été après leur arrivée, les Émiratis frappent fort sur le marché des transferts en achetant Robinho, la star du Real Madrid. Un transfert s'élevant à 32 millions de livres. Bon, quand on sait qu'un an plus tard, le Real recrutera Benzema, Kaka et Cristiano Ronaldo, on se dit qu'ils ont pas vraiment perdu au change. Mais l'équipe, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Robinho était littéralement une star montante, un énième nouveau Pelé au même titre que Neymar. Bon, il avait déjà pas mal déçu, mais acheter ce joueur au Real à 32 millions de livres pour un premier mercato, Al Mubarak a directement montré qu'il n'était pas là pour rigoler, qu'il n'était pas là pour faire dans la finesse ou la discrétion, ce qui en dit d'ailleurs long sur le rapport de ses investisseurs avec l'argent. Mais on y reviendra là encore. Bon, pas de suspense, Robinho a été un flop. Il était même parfois grotesque, comme lorsqu'il confond son club avec Chelsea en conférence de presse. Mais bien plus que recruter des joueurs, les Émiratis cherchent un entraîneur de renom pour lui confier les rênes du club. C'est finalement Roberto Mancini qui est retenu, alors entraîneur de l'Inter et actuel sélectionneur vainqueur de l'Euro 2021 avec l'Italie. Même si c'est 10 ans après son passage de City, c'était pas n'importe qui non plus Mancini. Il attirera un bon paquet de joueurs, avec un peu plus de réussite que Robinho pour le coup, et fixera donc les bases de l'équipe qui dominera le championnat pour la décennie à venir. On peut compter parmi ces joueurs Yaya Touré dès 2010, qui devient le plus gros salaire de Première Ligue, lui qui avait tout gagné avec le Barça de Guardiola, mais qui d'après Samuel Eto'o, ne voulait plus rien entendre de lui. Il y avait aussi Vincent Kompany, David Silva, mais aussi, et surtout, Sergio Agüero, la petite pépite argentine de l'époque qui s'était révélée avec les Colchoneros au même moment qu'un certain Lionel Messi. Enfin, Messi était au Barça, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ils étaient tous les deux argentins et d'à peu près la même génération. Donc ouais, à l'époque, recruter Agüero, c'était comme recruter un potentiel Messi en puissance. Tout comme à une autre époque, recruter Lucas Moura, c'était comme recruter un Neymar en puissance. Suivez mon regard, ceux qui savent, savent. Mais bon, la suite, vous la connaissez, le club remportera ses premiers titres depuis des décennies, dont le fameux titre de champion d'Angleterre de 2012, avec justement ce but salvateur de Sergio Agüero à la dernière seconde de la dernière journée du championnat, aux grandes dames du grand Manchester United de Sir Alex Ferguson. Donc oui, même si City n'avait rien prouvé à l'échelle européenne, même si tout restait encore à faire, on pouvait déjà parler de succès
succès en ce qui concernait l'investissement des Émiratis, ce qui n'est évidemment pas passé inaperçu, puisqu'en 2011, Al Mubarak et son fonds d'investissement seront imités par leurs voisins qataris. Ces derniers prendront la tête du Paris Saint-Germain et investiront massivement dans les droits télé du foot européen via le fonds d'investissement QSI, fonds souverain de l'État du Qatar. Bon alors, pour les deux du fonds qui n'ont aucune connaissance en finance, un fonds souverain est un fonds de placement financier détenu par un État. En gros, lorsque QSI investit dans le PSG, c'est l'État du Qatar lui-même qui investit dans le PSG, tout comme il investit dans d'autres secteurs, comme les droits télé du foot européen justement, via la création de beIN Sport en 2011. Fondé en 2005, QSI détiendrait plus de 100 milliards de dollars d'actifs. C'est donc un géant qui investit dans le club de la capitale, et il y a même des chances qu'ils y aient pensé avant les investissements de City. En tout cas, une chose est claire, les tensions entre les deux États sont réelles, et les investissements par mimétisme sont monnaie courante au golfe Persique. Bon, un peu de cohérence l'équipe, prenons les choses dans le bon sens. Si on veut s'attarder sur les investissements des États du Golfe dans le foot, il faut s'attarder sur les relations qu'ils entretiennent eux-mêmes entre eux. Donc on va remonter dans le temps, petit cours d'histoire, on est au milieu du XXe siècle. Ça fait déjà plus de 100 ans, depuis 1820 exactement, que l'océan Indien et donc la région du Golfe Persique sont sous le contrôle britannique. C'était l'ère des États de la Trêve, regroupant plusieurs émirats du Golfe Persique, qui étaient à l'époque sous protectorat britannique. Il y avait par exemple parmi eux Abu Dhabi ou Dubaï, et bien d'autres mais je vais m'abstenir d'essayer de les prononcer. Et il faut savoir que jusque dans les années 30, reposaient dans cette région de manière insoupçonnée les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est ainsi que l'Arabie Saoudite s'est considérablement enrichie et développée dans les années 20, dès la découverte des premiers gisements de pétrole. Il n'a pas fallu très longtemps pour en découvrir d'autres dans la région, notamment au Qatar dès 1939, mais bon, pour les plus futés d'entre vous, 1939 c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a chamboulé les plans des Britanniques, puisque des États comme Israël, mais surtout l'Inde, vont déclarer leur indépendance, ce qui contraindra les Britanniques à petit se désengager de l'océan Indien, et donc du Golfe Persique. Il a fallu attendre 1950 pour que le pétrole qatari soit enfin exporté, et que le pays puisse enfin bénéficier de ses ressources. Et 10 ans plus tard, c'est à Abu Dhabi qu'est découvert un nouveau gisement de pétrole. L'histoire est la même, hein. L'État qui était pauvre se développe et s'enrichit très rapidement. En 71, les Britanniques se retirent définitivement du Golfe, mettant par la même occasion fin aux États de la Trêve. Dès cet instant, les différents Émirats tentent de se rapprocher du Qatar et de Bahreïn, mais échoueront à se mettre d'accord en raison des différentes tensions déjà existantes. Le Qatar et Bahreïn deviennent indépendants et souverains, tandis que les 7 autres Émirats, qui formaient les États de la Trêve, se rapprochent pour former les Émirats Arabes Unis. En parallèle à cela, l'Arabie Saoudite avait déjà eu le temps de s'imposer comme la principale puissance de la région, étant les premiers à avoir pu exploiter le pétrole, et ayant surtout annexé après la Première Guerre mondiale des villes comme la Mecque ou Médine, qui lui assuraient la suprématie religieuse sur le monde musulman. Il s'agit donc de pays assez jeunes à l'échelle de l'histoire humaine, avec des histoires et des développements relativement récents. Mais ce qu'on peut dire vu de l'extérieur, c'est que les relations entre eux sont pour le moins tumultueuses, avec de réels clivages d'ordre religieux, géopolitique et idéologique. Il faut comprendre que ces pays ont bien trop de ressources pour se faire la guerre. Les intérêts en jeu sont bien trop énormes. Je rappelle qu'il s'agit des plus grandes réserves de pétrole au monde, d'autant plus qu'on est à une époque où l'industrie du pétrole risque d'être touchée par une crise. Bah oui, les ressources ne sont pas illimitées, elles se font donc de plus en plus rares et les prix explosent. Donc oui, l'augmentation du carburant, les gilets jaunes, tout est lié les amis. C'est la principale raison pour laquelle les États du Golfe Persique se mènent une guerre froide au travers de leurs différents investissements. En gros, chacun veut être meilleur que l'autre, quel que soit le domaine. Exemple tout con, si vous vous intéressez au gratte-ciel, vous verrez que 2 des 3 plus hauts d'entre eux sont de cette région. Le Jeddah Tower d'Arabie Saoudite, qui est la plus haute tour du monde, ainsi que le Burj Khalifa de Dubaï, qui a longtemps occupé cette place. Donc là, les mots qui me viennent à l'esprit sont démesure et surenchère. Autre exemple, la Formule 1. En 2004, c'est Bahreïn qui ouvrait le bal, en devenant le premier état de la région à obtenir son propre Grand Prix. Ils ont bien évidemment ensuite été imités par leurs voisins qataris, saoudiens et émiratis, qui possèdent aujourd'hui tous leur Grand Prix. Ces tensions ont été parfaitement symbolisées par l'affaire Be Out You, qui a opposé le Qatar à l'Arabie Saoudite. En gros, pour vous faire simple, il s'agit tout simplement de la plus grande affaire de piratage audiovisuel du monde. En fait, la chaîne qatari que l'on connaît tous, beIN Sport, dont on a parlé un peu plus tôt, était censée diffuser le football européen dans la totalité du monde arabe. Cependant, un service baptisé Be Out You proposait gratuitement leur chaîne dans la région via des IPTV abrités en Arabie Saoudite. Le logo Be Out You, pour le jeu de mots dehors le Qatar, recouvrait celui de beIN. Et la sophistication du piratage aurait même permis de remplacer les commentaires durant les matchs. Donc ouais, ces différents états ne s'aiment pas trop. La question est donc de savoir quelles seront les conséquences de cette guerre froide sur le football européen.
En préambule de cette dernière partie, on rappelle que le monde du foot n'a pas attendu les Qataris pour que l'argent y coule à flot. Le monde du football a toujours été à l'image de la société et a toujours été impacté par ses évolutions. La société est donc devenue de plus en plus capitaliste et a entraîné le foot avec elle. Bon l'équipe, on n'est pas là pour faire les marxistes du coin, les choses sont comme ça, c'est tout. L'arrêt Bosman dans les années 90 a eu une portée considérable sur le sport, interdisant les quotas de joueurs communautaires et extra-communautaires. En gros, alors qu'avant, un club ne pouvait pas avoir un certain nombre de joueurs étrangers, à partir de l'arrêt Bosman, c'était open bar. Les clubs sont devenus certes de plus en plus compétitifs, mais le marché des transferts a été tellement révolutionné où on en arrive aujourd'hui avec des équipes où les joueurs nationaux sont minoritaires. Là encore, aucun mal à cela, les plus forts doivent jouer, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Mais comme il y avait de plus en plus de business et de plus en plus d'argent, ça a entraîné tout un tas de dérives, comme le système de TPO ou tierce propriété. En gros, avec ce système, les clubs ne sont que partiellement propriétaires de leurs joueurs, puisque leurs droits sont également détenus par des sociétés d'investissement, pour la plupart bien évidemment anonymes, basées dans des paradis fiscaux. Donc là, on est clairement dans le compte de la déshumanisation des joueurs de football qui ne sont plus que de vulgaires actifs, au même titre que des actions, des obligations ou n'importe quel titre financier. Donc le monde du football est de toute façon gangréné par ça. L'argent règne en maître et les investisseurs sont là pour diverses raisons. La rentabilité, l'image, la politique, mais rarement le football en lui-même. Et pour en revenir aux investisseurs du golf, même s'il est difficile de remettre en question la passion d'Al Moubarak ou celle de Nasser Al-Khelaifi, ni vous ni moi ne sommes dupes et nous savons très bien que le sportif passe au second plan. Ne me faites pas dire que j'ai pas dit, ils ne sont pas là pour l'argent non plus. Les dirigeants du PSG l'ont d'ailleurs prouvé cet été en refusant une offre de quasiment 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé, joueur qui voulait pourtant ouvertement partir et qui était à une année de la fin de son contrat, et donc d'un potentiel départ gratuit. Cette décision n'a absolument rien de rationnel, et elle peut même poser problème, dans la mesure où ça fait des années que des présidents de clubs se plaignent d'une prétendue concurrence déloyale. Et oui, par exemple, Jean-Michel Aulas l'a souvent dit, il est impossible pour lui ou pour n'importe quel club de France de concurrencer l'État du Qatar. Les dirigeants du Bayern le disent d'ailleurs assez fréquemment. Regardez le Barça, même s'ils n'ont pas eu besoin du PSG pour tomber en ruine, le Paris Saint-Germain leur a tout simplement arraché leurs deux meilleurs joueurs, Neymar en sautant sa clause pourtant record à 220 millions et Lionel Messi, et ce gratuitement. Si même un club comme le Barça qui a tout gagné ne peut rien contre le PSG, qui pourra faire quoi que ce soit d'ici quelques années? Bah Manchester City ou Newcastle du coup, qui ont récemment été rachetés par le fonds d'investissement souverain d'Arabie Saoudite. En vrai, j'avoue, j'abuse un peu car le foot a toujours été comme ça, ou en tout cas il est comme ça depuis quelques années. C'était déjà le cas lorsque Abramovich reprenait Chelsea, lui qui est un milliardaire oligarque russe, ou pareil avec la famille Glazer à Manchester United. Mais l'équipe, même dans ces cas-là, le rapport de force n'est pas équilibré. Abramovich est un milliardaire certes, mais il ne dispose pas de la puissance financière du Qatar, et encore moins de celle de l'Arabie Saoudite. Et justement, si ces investisseurs ne sont pas là pour l'argent, la question légitime à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Encore une fois, c'est une histoire de suprématie régionale, mais aussi d'image et d'expansion à l'international. Et justement, parlons de la Coupe du Monde 2022. On va passer outre les différents scandales de prétendue corruption, etc., etc. Mais quand on voit qu'elle se tiendra au Qatar en hiver et qu'au même moment, les Émirats Arabes Unis accueilleront la Coupe du Monde des clubs et qu'en plus de ça, Nasser a obtenu une belle promotion au sein de l'UEFA, après le scandale de la Super League qui a mis Agnelli en porte-à-faux, on comprend que le pouvoir dans le monde du football est en train d'être délocalisé vers le Moyen-Orient. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça, c'est l'évolution logique des choses. Dans le foot, c'est celui qui pose le plus d'oseille sur la table qui décide. Tout simplement. Et actuellement, je ne vois pas qui peut mettre plus d'argent que l'État du Qatar ou l'État d'Arabie Saoudite. Je rappelle que le prince d'Arabie Saoudite, qui est derrière le rachat de Newcastle, avait par le passé déboursé plus de 400 millions pour l'achat d'un tableau de Léonard de Vinci, le Salvador Mundi, qui en plus s'est avéré être un fake. 400 millions l'équipe, c'est beaucoup. C'est Neymar plus Mbappé quand même. Dans le monde du foot aujourd'hui, à part les Qataris, je vois pas qui débourserait des sommes pareilles. Donc c'est l'un des problèmes qui risque de toucher le foot. Ce rapport décomplexé à l'argent, à la surenchère dans les dépenses astronomiques qui ne mènera au final qu'à la dérégulation du marché. Et donc l'alimentation de cette bulle inflationniste qu'est devenue le foot. Et le principe d'une bulle, l'équipe, c'est qu'elle éclate à un moment ou l'autre. En tout cas, c'est intéressant d'observer que les stratégies utilisées par les Qataris et les Émiratis ne sont pas les mêmes. Même si City a longtemps été le club le plus dépensier d'Europe, se rapprochant de la politique sportive du Paris Saint-Germain, qui consiste en l'accumulation de stars, ils ont sans doute appris de leurs erreurs en confiant les rênes à Pep Guardiola, qui semble savoir ce qu'il fait. Lui qui est connu pour son dogmatisme, il semble
semble avoir une idée précise de ce qu'il veut faire de son club. Et c'est sûrement ça le souci du PSG. Il faudrait peut-être confier les pleins pouvoirs à un entraîneur qui sait ce qu'il veut, qui a un véritable projet sportif, quitte à devoir sauter le directeur sportif actuel, de manière à ce que le recrutement soit cohérent avec les volontés du coach, et non pas une simple accumulation de stars obtenues grâce à un chéquier illimité. Donc bon, de notre côté, nous ne pouvons qu'observer tout ça d'un œil bienveillant, puisque c'est quand même nous les consommateurs du foot, on a quand même tout intérêt à ce que ce mariage avec les investisseurs du golf soit une réussite, car quelles que soient leurs ambitions ou leur maladresse apparente, nous ne pouvons pas nous permettre de remettre en question la sincérité de Nasser par exemple. Il est là avant tout pour nous donner du plaisir, mais aussi pour en tirer profit. Et il faut tout simplement le garder à l'esprit. Bon l'équipe, merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui c'était un épisode assez particulier parce qu'il y a carrément eu de l'histoire géo. Mais bon, il faut savoir que c'est ça le foot. Une histoire riche à mettre en parallèle à l'histoire humaine. Et oui, aujourd'hui le centre du pouvoir du monde du football se situe clairement au Moyen-Orient. Donc bon, l'équipe, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié notre travail de recherche, de documentation, vous pouvez lâcher un petit like, un petit commentaire, et aussi et surtout vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre futur contenu. Vous connaissez, on vient encore de lancer la chaîne, on a encore besoin de soutien. Donc n'hésitez pas l'équipe, c'est important pour notre développement, pour le référencement et tout. Donc bon, l'équipe, aujourd'hui je vais pas annoncer le sujet du prochain épisode de Foot Business. Pour la simple et bonne raison qu'on va très certainement vous balancer de nouveaux concepts cette semaine. Donc l'équipe, je vous dis ciao, à plus pour de nouvelles aventures.